Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, votre émission quotidienne sur l'innovation, le monde numérique. Comment expliquez-vous que certains des produits que l'on utilise deviennent presque un prolongement de nous-mêmes, nous rendent la vie tellement facile, pendant que d'autres sont un vrai calvaire au quotidien? Eh bien, la clé, c'est l'UX, l'expérience utilisateur. Et ma première invitée va nous en délivrer les secrets aujourd'hui. Autre sujet à la une de Smart Tech, la diversité dans notre secteur. Il faut voir comment on peut faire pour l'accélérer. Et donc on va consacrer un grand rendez-vous régulièrement dans Smart Tech où l'on va recevoir des gens qui permettent de changer les choses et le visage de cette French Tech. Aujourd'hui, on va parler de l'inclusion grâce au sport. Et puis on terminera ce Smart Tech avec notre nouvelle chronique Où va le web pour s'intéresser à ces restaurants qui commencent à ouvrir dans le métavers. Mais tout de suite, donc entretien avec Dr Célia Audan pour nous parler de l'UX. Alors c'est parti pour ce Smart Tech qui démarre avec un grand entretien avec Célia Audan. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous et de revenir sur ce plateau puisque je vous ai reçu la dernière fois. Vous étiez également de passage à Paris, vous habitez en Silicon Valley. Oui, à Los Angeles. Ça fait du bien de rentrer à Paris Oui, toujours, c'est toujours un bonheur. Alors, vous êtes docteur en psychologie, consultante en stratégie UX. UX, donc 2 lettres qui veulent dire expérience utilisateur. Ça semble simple comme ça, mais ça mérite tout un ouvrage que j'ai lu cet été et qui nous explique un peu ce qui se passe derrière tous ces objets qu'on utilise, toutes ces interfaces qui se multiplient dans le numérique et qui nous rendent la vie plus ou moins agréable. Je le disais dans le sommaire, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi certains produits comme ça sont naturellement adoptés par nous, quand d'autres sont une friction permanente. Oui. Mais alors surtout quand j'ai lu votre livre, je me suis dit, d'accord, l'UX en fait c'est vraiment une science, il y a des techniques, des méthodes, c'est pas nouveau. Mais alors pourquoi ça marche pas? Enfin, pourquoi cette expérience utilisateur est catastrophique sur autant de produits au quotidien? Oui, parce que l'expérience utilisateur n'est pas forcément adoptée par tout le monde. Bien souvent, les entreprises, quand elles vont fabriquer des objets, des systèmes, des services, ont tendance à penser qu'elles n'ont pas le temps de faire des tests utilisateurs ou faut vraiment vite le mettre sur un marché, vite. Et donc, ils ont tendance à couper et donc vont... Pourtant, c'est un discours qu'on entend régulièrement de la part de très grands éditeurs, par exemple. Ils disent on recentre l'expérience utilisateur ça, on en parle beaucoup, au devant de notre stratégie. C'est une priorité totale. Oui. Mais le résultat, il n'est pas là. Alors, c'est pas facile à faire. C'est ce qu'on découvre aussi. Il ne suffit pas d'avoir la théorie, la mise en pratique est complexe. Qu'est-ce qui est compliqué dans l'expérience utilisateur? Déjà, c'est de se décentrer. C'est ça le plus compliqué, parce que l'expérience utilisateur, le premier principe, c'est qu'on met l'humain au centre de l'expérience que l'on souhaite offrir. Et cet humain, ces humains, c'est pas nous. Et on a tendance à penser que si vous faites un projet, vous faites un prototype et vous le testez sur vous-même, ah oui, tiens, ça a l'air intuitif, c'est bon. On ne se décentre pas quand on fait ça, et donc on ne prend pas en compte qu'une autre personne ne va pas forcément trouver ça intuitif, parce que vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que nous sommes le premier biais, nous le développeur ou la personne consacrée à l'ergonomie du produit est un premier biais. Il faut qu'elle arrive donc à se décentrer et puis à faire une étude des utilisateurs de demain de ce produit. Oui, alors le premier biais, j'irais presque à dire, c'est de comprendre ce que les utilisateurs ont, de quoi ils ont besoin, quelles sont les tâches qu'ils ont besoin d'accomplir et qu'est-ce qu'ils souhaitent faire. Et bien souvent, il y a des gens qui vont vouloir mettre quelque chose sur le marché en disant « Ah, ça serait génial si on faisait X, Y ou Z ». Et ils vont avoir cette idée, le mettre sur le marché avant même d'aller voir les utilisateurs dans leur milieu naturel. Par exemple, si on fait les courses, comment aller voir comment ça se passe dans un supermarché, quelles sont les frictions que les utilisateurs rencontrent et utilisatrices, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la vie de ces personnes-là. C'est la première chose que l'on fait en UX, c'est on se remet vraiment... Mais ça, c'est aussi la première démarche, normalement, d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur, parce que, en général, on se pose cette question avant de lancer son produit. À quel besoin je réponds? Quel problème je vais résoudre? En général, il y a beaucoup d'entreprises qui vont regarder où est le marché, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de mettre en place, quelles sont les nouvelles inventions technologiques, et on va faire un produit en fonction de ça. Mais pour devenir une innovation, une invention a besoin de rencontrer un besoin et de rencontrer un marché, et ça fait partie de la stratégie UX, et souvent, Et souvent, ça arrive après.
C'est-à-dire que Oui, d'abord, plus on tard. lance le produit, on a la super idée qui effectivement répond à un problème, un besoin. Oui. On lance le produit, mais alors la manière dont les gens vont s'en emparer et l'utiliser, ça, c'est une préoccupation qui arrive après. Oui, toujours trop tard. Alors, souvent en UX... Et ça peut être fatal, finalement, Ah oui, pour absolument. un lancement. On a beaucoup d'exemples de produits, même par des grandes entreprises, que ce soit Amazon ou Apple ou d'autres, qui s'imaginent que ça va marcher et puis ça ne marche pas. Ça arrive constamment, donc c'est pas toujours évident de se mettre ça en tête. Ça fait du mal, en fait, de s'apercevoir que le produit qu'on pense être bien ne l'est pas vraiment pour les utilisateurs. Il y a aussi des questions d'inclusion, vous en parliez aussi dans l'introduction, c'est vraiment central dans l'approche UX. C'est pas juste un produit qui va être bien pour certaines personnes, mais ça doit être inclusif à tout le monde, à toutes les personnes qui vont avoir besoin du produit. Donc toutes ces questions-là prennent du temps, mais ce temps-là, c'est vraiment un investissement. C'est-à-dire que si on prend ce temps-là tôt, justement au moment où le produit est encore très malléable, où on peut faire des prototypes, on peut changer de direction assez rapidement, mais c'est là où on va vraiment pouvoir faire un produit qui va fonctionner, qui va être intuitif, on espère, le plus possible, mais en tout cas on va pouvoir résoudre les problèmes beaucoup plus tôt, ce qui fait que quand le produit arrive sur le marché, et il peut arriver sur le marché en une version un peu plus petite, Amazon c'est un bon exemple de ça, ils ont fait un produit minimum viable, on appelle ça le MVP, et à partir du moment où ça a marché, après ils se sont développés. Donc on essaye au moins que la promesse soit là, et après on va faire un produit minimum viable. Et là, on voit comment les utilisateurs l'utilisent véritablement, quelles sont les frictions, qu'est-ce qui marche pas, et là, on va pouvoir faire évoluer le produit. Et alors, quand même, toujours dans ce questionnement, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi j'utilise tant de produits qui m'énervent chaque jour, vous avez cité Amazon comme exemple, mais je peux citer par exemple un géant comme Google. Son interface Gmail, on ne peut pas dire que ce soit la plus ergonomique et la plus simple du monde. Oui. Alors après, dans les grandes Et pourtant, c'est un succès. Alors, il y a des succès qui arrivent malgré des problèmes d'utilisateurs parce qu'il y a vraiment un besoin. Google, il y a quand même, quand l'interface Google est arrivée, le moteur de recherche. Le moteur de recherche. Ça, oui, il était très simple. Voilà, très simple. Très ça, la simplicité, au lieu d'avoir 30 milliards de boutons partout, justement, on se recentre sur qu'est-ce que l'utilisateur de quoi ils ont besoin. Et ça a été un succès. Il y a eu des produits qui sont plus ou moins faciles à utiliser chez Google. Il y a eu des produits qui ont été plus ou moins bien évolués et testés. Après, il y a de la simplicité. C'est une question de coût, c'est-à-dire que c'est le premier frein au travail important en amont sur l'UX. C'est le coût que ça représente pour l'entreprise? Pas forcément, parce que si on regarde ce qui se passe quand on investit tôt, on s'y retrouve en fait au final, parce qu'on on va éviter les écueils une fois que c'est trop tard, une fois que le produit est lancé, et là ça coûte beaucoup plus cher de corriger les problèmes. Je pense que c'est plus une question de mentalité. En fait, l'UX c'est vraiment avant tout une approche, une mentalité, et dans les grandes entreprises, mais partout, on a tous nos égos, on a tous envie de faire quelque chose, et c'est très difficile de se décentrer, c'est très difficile de se dire bon, on va tester, on va voir ce que les utilisateurs préfèrent et qu'est-ce qui marche le mieux pour eux. Ça, c'est très difficile à faire en fait. C'est le plus gros écueil, je vais dire. Alors, le titre de votre ouvrage, c'est l'UX. C'est quoi exactement? Donc, c'est vraiment très pédagogique. Vous expliquez, vous reprenez à la base la question, et puis vous rentrez petit à petit dans le détail. Le sous-titre, c'est une approche bienveillante pour des expériences optimales. Et vous nous expliquez qu'en fait, l'idée, c'est quand même d'améliorer la vie des gens et d'être le meilleur ami, finalement, de l'utilisateur. Mais attention, l'utilisateur, c'est pas toujours le client. Non, c'est ça le problème. Donc, les personnes professionnelles en UX sont du côté des utilisateurs, les personnes qui vont vraiment utiliser un produit. C'est pour ça qu'on utilise ce terme qui peut sembler un peu bizarre, mais on s'intéresse vraiment aux humains qui vont prendre en main le produit. Si on prend des produits comme les réseaux sociaux, c'est aussi un produit, que ce soit Facebook, Instagram, comme vous voulez. L'utilisateur, ça va être nous. On va utiliser pour se connecter avec nos amis. Les clients, ce sont les personnes qui vont acheter des publicités et qui vont utiliser les algorithmes. Ah oui. Et c'est souvent. Et si on alors, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts. C'est pour ça que les intérêts des utilisateurs doivent être défendus en premier quand on a une approche UX. Et parfois, il peut y avoir effectivement de la friction et l'utilisation notamment de dark patterns pour maximiser les profits du business. Donc, un dark pattern, c'est un design qui va être fait exprès pour un peu
inciter l'utilisateur à rester plus longtemps ou à acheter quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément envie ou besoin au départ, sans qu'on s'en aperçoive. Et il y a l'utilisation de dark patterns ou des pratiques un peu douteuses qui peuvent arriver parce que le business veut maximiser les revenus. Et normalement, dans une approche UX, ce qu'on veut, c'est ne pas faire ça. Ce qu'on veut, c'est mettre l'humain au centre. Oui, bien sûr, il faut que le produit fonctionne, sinon il n'y a plus de produit et tout le monde met la clé sous la porte. Donc, mais il y a un équilibre et ça ne doit jamais être aux dépens de l'humain, aux dépens de l'utilisateur. Et ça veut dire que l'UX designer, donc celui dont c'est le métier, doit avoir quand même une voix dans l'entreprise, dans les décisions stratégiques. Non, ce n'est pas le cas. Ouais, j'imagine. Alors, si on parle de ce métier, des salaires qui sont offerts aujourd'hui sur le marché. Moi, j'ai vu des chiffres, un salaire de chercheur en UX, c'est entre 32 000 euros débutant à 70 000 quand on est senior expérimenté, c'est ça? En France? Ah, ouais. Je ne peux pas vous dire en France, mais c'est en France que vous avez regardé? Oui. Oui, ça me paraît... 30 000, ça me paraît beaucoup en début de carrière, mais oui, peut-être. Okay. Et c'est mieux payé aux États-Unis alors? Aux États-Unis, c'est toujours mieux payé. Mais la vie coûte plus cher aussi. La vie coûte beaucoup plus cher, notamment la santé. Et est-ce que c'est justement davantage pris en compte, ces nouveaux métiers, je dis nouveaux métiers, ça fait vraiment, vous le racontez d'ailleurs, ça a une longue histoire quand même, l'expérience utilisateur. Oui, alors c'est un long historique. Aujourd'hui, c'est un terme on en entend parler beaucoup plus souvent. Et le problème, c'est que tout le monde va dire oui, on va mettre le client au centre, l'utilisateur au centre. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il n'y a pas vraiment de stratégie derrière. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'UX, peu qui savent véritablement en faire, et peu d'entreprises qui vont vraiment mettre en avant les professionnels en UX et accepter aussi d'avoir ce côté, son aspect éthique, de se battre pour l'inclusion et contre les pratiques non éthiques. Et alors pour expliquer quand même, faire un peu de pédagogie et concrètement ce que c'est l'UX, moi j'ai bien aimé votre illustration, d'ailleurs il y a plusieurs illustrations dans le livre qui sont assez parlantes, où on voit une bouteille de ketchup en verre et puis une autre en plastique. Bon, la difficulté de servir du ketchup quand on a la bouteille en verre, elle est évidente. Oui. Vous donnez comme ça plusieurs exemples, mais qu'est-ce qui serait pour vous l'UX parfait, c'est-à-dire l'expérience optimale pour un utilisateur d'un produit numérique? Qu'est-ce que ça doit prendre en compte? Alors, ça prend en compte déjà les limites. C'est pas que de l'interface et de l'ergonomie. Mais en fait, si l'utilisateur arrive à accomplir ses tâches d'une façon il n'y a pas de friction, on n'est pas énervé, mais c'est ça une UX parfaite. C'est-à-dire que l'expérience n'a pas de friction, elle est efficiente, elle est efficace, et donc on a accompli nos tâches. Donc, idéalement, par exemple, si vous utilisez un outil, vous n'avez pas besoin de l'utiliser longtemps, c'est intuitif, vous arrivez tout de suite à faire ce que vous souhaitez faire. Ça, c'est une UX parfaite. Et en général, on ne s'en aperçoit pas quand on a une UX parfaite, parce que justement, c'est naturel, on ne pense même pas que c'était sans friction. Là où ça commence à être visible, c'est quand c'est pas parfait. C'est quand c'est énervant, qu'on ne sait pas sur quel bouton appuyer, qu'on essaie de faire un truc et ça ne marche pas comme on le pensait. Ça, c'est frustrant et c'est là qu'on s'en aperçoit en général. Alors, je vous pose cette question parce que derrière, il y a le marché de l'attention quand même. Oui. Est-ce que l'UX parfaite, ce ne serait pas de faire en sorte que justement l'utilisateur reste et revienne un maximum sur ce produit? Alors, non, pas d'un point de vue UX, parce que alors, si on prend l'exemple, il y a plusieurs personnes qui parlent ça, des éthicistes, notamment Tristan Harris prend cet exemple-là. Si vous utilisez une application pour trouver l'amour de votre vie, le but, c'est de ne pas rester sur cette application le plus longtemps possible. Au contraire, le but, c'est de l'utiliser le moins possible et de trouver la personne avec qui vous avez envie de faire votre vie. Et donc, du coup, l'application, vous ne l'aurez pas utilisée longtemps. Ça, c'est l'expérience utilisateur parfaite, mais ce n'est pas forcément le business plan parfait. C'est pour ça que je vous dis qu'il peut y avoir des frictions entre l'approche UX et l'approche business. Et puis, il y a la question éthique. Donc, vous êtes plus particulièrement spécialiste de ces sciences cognitives appliquées à l'ergonomie des jeux vidéo. Donc, vous avez travaillé pour Ubisoft, LucasArts, et puis ce jeu phénomène Fortnite d'Epic Games. C'est vraiment devenu un phénomène. Est-ce que vous travaillez sur d'autres projets de jeux? Alors, je travaille en indépendant aujourd'hui, donc j'aide beaucoup de studios de jeux, des grands, des petits, des moyens. Vous pouvez nous faire une petite annonce, là? Prochain jeu qui va sortir, sur lequel vous avez travaillé? Non, alors
Je travaille sur des jeux qui vont sortir vraiment dans longtemps. Ils ne sont pas tous forcément annoncés, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Ça prend très longtemps de faire un jeu, ça prend plusieurs années. Et donc vous arrivez bien en amont sur le projet, ça c'est plutôt Alors une bonne idéalement, chose. c'est ça qu'il faut. Ouais. Oui, quand on a une approche ludique, c'est dès le début qu'il faut s'en soucier et pas juste au moment où on va sortir le produit, parce qu'une approche ludique, c'est pas juste une étape dans le produit, c'est pas juste l'étape qu'on va tester. Ouais. C'est un état d'esprit, c'est réfléchir vraiment à ce qu'on souhaite faire. Les jeux vidéo, c'est un peu différent des outils parce que c'est un produit culturel, c'est un produit de divertissement. Donc il y a un aspect aussi, on veut faire passer des émotions. Il y a un aspect artistique qu'on ne retrouve pas dans les outils. Donc c'est un peu encore plus délicat à accomplir parce qu'il n'y a pas de but de l'utilisateur. Le but se retrouve à prendre plaisir à jouer à un jeu comme regarder une émission. C'est sans doute ce qu'il y a de plus compliqué. Je veux dire, plus faire compliqué. rire, c'est très difficile. Faire rire, faire pleurer, transmettre des émotions, des messages artistiques. Mais pour moi, je trouve ça beaucoup plus... mais j'adore. C'est beaucoup plus intéressant pour moi parce que c'est encore plus subjectif. Mais justement, ça joue sur les émotions et donc ça touche à ces questions éthiques, forcément, de très très près. Alors, vous êtes évidemment emparé de cette question de l'éthique dans les jeux vidéo et vous invitez même les éditeurs de jeux à revoir leur stratégie, notamment sur les loot box. Alors, on va réexpliquer ce que c'est la loot box. C'est le petit coffre, c'est la pochette surprise, en fait. Voilà, exactement. Le coffre qui détient des pouvoirs supplémentaires, des améliorations pour notre personnage, par exemple, mais on ne sait pas exactement quoi. Oui. Et donc, ça incite à y revenir sans arrêt. Alors, on sait que quand on a des surprises comme ça, c'est plus engageant. Oui. Donc, vous avez parlé de la pochette surprise, c'est un exemple. Les pochettes Panini, c'est un autre exemple. Mais dans n'importe quel jeu, en fait, il y a quasiment aucun jeu qui n'utilise pas cette randomisation. Il n'y a que les échecs, par exemple, qui n'utilisent pas ça. Et encore, au début, on est blanc ou on est noir. Mais à chaque fois que vous jetez des dés ou vous tirez des cartes, il y a une randomisation, c'est un peu le même principe. Donc on sait que ça c'est engageant et ça rend des jeux intéressants. On a ce côté de double 6. Mais là derrière c'est de l'argent. Alors là c'est ça le problème, c'est que les loot box, c'est pas utilisé pour engager avec le jeu, c'est utilisé pour engager avec la monétisation. Et c'est là où ça peut... c'est assez compliqué de parler de ces notions-là, parce que où est la limite finalement éthique. Mais là, quand c'est vraiment pour engager avec la monétisation, et encore plus si les utilisateurs du coup sont des enfants ou des adolescents qui, eux, n'ont pas... Leur cerveau n'est pas encore complètement mature, et c'est beaucoup plus difficile... ils y arrivent quand même, mais c'est plus difficile pour un enfant, un adolescent, de contrôler leurs émotions. Donc, pour cette population-là, elle va avoir plus tendance justement à continuer à... En Belgique, d'ailleurs, ils ont considéré que c'était vraiment l'équivalent d'un jeu d'argent et donc que ça devait être interdit. Oui. Est-ce qu'on on arrive à la fin là, des loot box dans le jeu ? Je sais pas, je suis assez d'accord. Encore une fois, pour les populations adultes, je suis pas sûre que ça pose toujours un problème. Pour moi, ça ne pose pas de problème quand c'est vraiment juste pour le jeu. Mais quand ce qu'il y a dans la loot box est vraiment important pour le jeu, qu'il faut absolument en acheter, sinon on ne peut pas gagner, on ne peut pas être compétitif, et qu'en plus c'est une population jeune où il y a aussi la pression des pairs, il faut absolument avoir le costume qui va bien, etc. Oui, je trouve que c'est problématique. Et comme les jeux d'argent sont interdits au moins de 18 ans en France, ou 21 ans dans d'autres pays, on peut se poser la question pour les jeux vidéo. Le seul problème du jeu vidéo, c'est que on n'est pas physiquement là, on ne peut pas montrer notre carte d'identité. Donc il y a des questions de GDPR, on ne peut pas prendre les datas des personnes et connaître leur âge. C'est un peu plus compliqué à mettre en place. Ouais. C'est pas infaisable. Une bonne intention suffit pas. Mais alors justement, vous travaillez à l'établissement d'une charte éthique dans le jeu vidéo. On en a vraiment besoin aujourd'hui ? Ça vous semble nécessaire ? On en a besoin partout dans la technologie. Alors, c'est vrai que l'importance qu'a pris le jeu dans la société est assez impressionnante. Alors j'aurais envie de vous dire que c'est encore plus important pour les questions d'intelligence artificielle qui vont prendre des décisions pour les humains. Les humains sont biaisés, mais l'intelligence artificielle est biaisée comme les humains et perpétue d'une façon complètement opaque certaines discriminations pour les gens qui cherchent à avoir pour acheter un appartement, pour avoir un crédit par exemple. Il y a des décisions qui sont prises par des intelligences artificielles qui sont très opaques et qui perpétuent des discriminations. Ça, c'est vraiment un problème de société. C'est un sujet qu'on traite, Célia, dans Smart Tech tout le temps. Après, les jeux, oui, c'est aussi important parce que c'est dans notre société et que c'est important de se poser ces questions-là aussi. Ça a un impact quand même, je trouve, moins... moins, 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 moins,
gros, on va dire, sur la société que le jeu. Mais oui, le jeu, comme ça fait partie de l'environnement culturel et du quotidien de plus de 2 milliards de joueurs, absolument, il faut s'en préoccuper. Alors, on va passer à l'interview express. J'ai modifié mon questionnaire pour vous, puisque vous l'aviez déjà eu la dernière fois. Et donc, je me suis dit, on va faire une interview express UX. OK. OK. Alors, on imagine que moi, je suis une experte en UX, et vous êtes mon persona. Okay. D'accord, la personne que je vise à mieux comprendre. Qu'est-ce qui vous insupporte, vous, dans vos expériences utilisatrices? Justement, qu'on ne prenne pas en compte mon point de vue, mais ce dont j'ai besoin. Quel est le problème que vous rencontrez le plus couramment dans votre quotidien? Le problème d'inclusion, on ne se rend pas compte que certaines... le métro parisien, par exemple, il y a plein de bouches de métro. C'est impossible en fauteuil roulant, c'est impossible. C'est impossible si on a une valise. Qu'est-ce qu'on n'a pas inventé, selon vous, dont on aurait terriblement besoin? Enfin, dont vous auriez terriblement besoin, même. Une technologie qui est de l'empathie. Si vous pouviez demander quelque chose à Apple, parce que ça va être sa keynote là, cette semaine, hein, donc pour demain, par exemple, ce serait quoi? De vraiment se pencher sur les questions d'intelligence artificielle et d'écouter les voix qui résonnent. Beaucoup de femmes noires se penchent sur la question depuis des années et on ne les écoute pas. Et vous jouez, j'imagine, Céline? Aux jeux vidéo? Oui. Pourquoi vous jouez? C'est fun. C'est rigolo. Et que pensez-vous de votre dernière expérience de jeu? J'ai beaucoup joué à un jeu qui a été fait à Lyon par Arkane qui s'appelle Deathloop et c'était un jeu très intéressant où on voyage dans le temps et on essaie on est challengé et j'aime beaucoup en fait les challenges et essayer de comprendre ce qui se passe et d'avancer dans l'histoire et voilà, ça crée beaucoup d'émotions et c'est intéressant de se dépasser et de voir où l'histoire nous mène. Est-ce que je ferais une bonne experte en UX alors? Vous avez l'air très empathique, donc oui, je pense. Avec les bonnes méthodes, a priori, il n'y a pas de souci. Bon, je ne suis pas sûre d'avoir complètement terminé mon persona, mais on a avancé. Merci beaucoup, Célia Audan, de nous délivrer donc, ces secrets d'une bonne expérience utilisateur. Je vous invite à lire le livre, il est très pratique et accessible vraiment à tout le monde. Et surtout, si ça peut générer des vocations, allez-y. Juste après la pause, petite pause, hein, on se retrouve pour parler d'une tech qui serait plus inclusive cette fois. La solution, ce serait peut-être par le sport. Et vous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech. Ici, on parle de numérique, d'innovation, mais aussi d'inclusion. C'est le moment du grand rendez-vous inclusif et diversité. Comment on fait pour accélérer dans la diversité? On invite Anthony Babkin en plateau. Merci. Bonjour Anthony. Bonjour. Bienvenue, bonne rentrée, j'espère, pour Diversity Days. Excellente. Okay. Et j'espère pareil sur Bismart. Absolument. Et d'autant qu'on a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Célia Audan, docteur en psychologie, consultante en stratégie UX, spécialiste des jeux vidéo. On vient de terminer le grand entretien, mais vous avez gentiment accepté de rester avec nous pour la suite. Sujet de l'inclusion, je sais que ça vous intéresse beaucoup. Absolument. Et puis Anthony Babkin, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné d'Hicham Husseini, cofondateur de Kunto. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Également. Aujourd'hui, donc, notre sujet, ça va être comment on fait pour que la tech soit plus inclusive. Et par exemple, grâce au sport. Oui, c'est tout l'enjeu d'une ville, pour pas dire d'un pays, qui va se mettre aux couleurs des JOP. Il ne faut pas oublier le P de Paralympique dans maintenant moins de 1000 jours. Donc il y a un enjeu énorme de faire rentrer un certain nombre d'acteurs économiques dans la danse, dont des entrepreneurs de nos territoires, quartiers, zones rurales, personnes en situation de handicap, qui finalement innovent au service de l'inclusion, mais qui n'ont pas toujours accès à ces marchés qu'on connaît bien, des marchés publics qui sont parfois très coriaces, très difficiles à remplir. Ouais. C'est près de 5 milliards d'euros si on prend la Solideo, donc ce marché, c'est finalement l'opérateur des Jeux Olympiques. C'est 5 milliards d'euros de marché public à aller conquérir pour des entrepreneurs. Et avec, on le sait toujours... L'idée, c'est que ça ne revienne pas toujours dans les mêmes mains, en fait. C'est ça, et puis on voit bien qu'il y a... Et c'est pour ça que aujourd'hui, avec Diversity Days, on a souhaité venir avec Hicham, c'est que Hicham représente, avec son entreprise Kunto, finalement l'avenir de ce que peut être le sport inclusif. Et on se dit, attention... faisons en sorte que ces jeux, qui sont attendus comme les jeux les plus inclusifs au monde, c'est ça la promesse, puissent faire entrer aussi dans leur maille des entrepreneurs de proximité, des gens qui ont des solutions, qui ont innové au service du sport inclusif et qui parfois vont pas avoir suffisamment d'équipes, suffisamment de moyens, peut-être pour remplir, on le sait, des appels à projets qui peuvent être très techniques, très, on va dire, très coûteux en termes d'investissement, en termes de temps. Et donc ça veut dire que vous les aidez, vous ?
Alors on a un programme, c'est ça. Ouais. Alors exactement, on a donc un programme qui s'appelle le Leadership Programme, qui est un programme qui dure 120 heures, qu'on a déjà déployé dans 8 régions de France ces 4 dernières années et qu'on va déployer dans 10 régions dans les 2 prochaines. Et l'objectif pour nous, sur ces 120 heures, c'est aussi de faire rencontrer finalement auprès des entrepreneurs, des acteurs de certaines villes, donc on appelle des terres de jeu, parce qu'il y aura Paris évidemment, mais il y a le Grand Paris avec Saint-Ouen, Saint-Denis, et puis plein de villes qui vont être des décrochages au niveau sportif. Je pense à Lille, je pense à Toulouse, Évry, toutes ces villes-là qui sont des villes plus ou moins proches de Paris, qui vont être finalement aussi des lieux où les jeux vont se passer, vont se dérouler. Donc l'objectif, c'est de dire à ces futures cohortes d'entrepreneurs qu'on va accompagner, leur mettre en face des personnes de ces villes ou de ces territoires qui peuvent les aider à un moment à bien comprendre les marchés, les nomenclatures, les attentes en termes techniques, en termes financiers. Donc, voilà. Et Diversité, ça a été labellisé Jeux Olympiques 2024, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est un label qui a été lancé par Paris 2024, qui s'appelle le label Impact 2024. L'objectif pour eux, c'est de recenser un certain nombre d'initiatives qui vont faire du bien aux JO, qui vont faire du bien à la France, en termes d'inclusion, en termes de diversité, en termes d'accessibilité, parce que on le sait qu'en termes d'héritage, hein, c'est la promesse de ces Jeux-là aussi, c'est de dire qu'est-ce qu'il en reste. C'est toujours la question des JO, une espèce de grande célébration, la fête autour du sport, et ensuite, quelles sont les conséquences à long terme sur les territoires. Et l'objectif de ce label Impact 2024, c'est repérer des initiatives qui vont permettre d'accompagner des publics parfois qui peuvent être en marge de ces Jeux Olympiques ou Paralympiques 2024. On va parler tout de suite d'une des initiatives. C'est ça, qui n'est pas en marge pour moi, qui est complètement précurseur et qui a toute sa place dans ces JOP. On est à 2000% dans le sujet, là, avec Kunto. Peut-être d'abord, Hicham, racontez-nous l'histoire de la naissance de ce projet. Oui, écoutez, la genèse de Kunto est arrivée à partir de 3 constats. Un constat logique et 2 constats personnels. Je vais parler du premier constat personnel. Il vient du fait qu'un de mes associés, Mehdi Abadi, a vécu avec une personne qui était atteinte de la maladie de Charcot, qui était un sportif qui pratiquait de manière régulière et qui a vu sa motricité se réduire au cours du temps. Or, qu'il avait le besoin de pratiquer de manière autonome à la maison, donc pas dans des structures spécialisées ou encore chez le kiné. Malheureusement, il n'avait pas accès à ces programmes sportifs et nutritionnels adaptés à sa personne en réalité. Donc ça nous a fait le premier tilt. Le second, il est ma maman. Quand elle est atteinte du cancer du sein, elle a subi une ablation, donc une motricité réduite. De nombreux conseils, des programmes sportifs lui ont été proposés, des programmes nutritionnels, et ça l'a beaucoup aidé dans sa convalescence. Donc on s'est dit pourquoi pas démocratiser en fait ces conseils et les proposer à toutes les personnes qui en ont le besoin. Le troisième constat, c'est le constat logique. Donc en 2020, lors du premier confinement, je pense que de nombreuses personnes ont tenté de réaliser du sport à la maison, et je pense que beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'il y a très peu de programmes qui sont personnalisés, donc qui sont adaptés en fonction de sa personne en réalité, donc de ses métriques intrinsèques, physiques, psychologiques, etc. etc. C'est à part se prendre un coach personnel finalement, exactement, qui coûte extrêmement cher. Exactement. Donc on s'est dit qu'on allait créer un outil numérique qui permettrait à des personnes de pratiquer du sport de manière autonome, mais de façon adaptée, donc à l'individu, à la personne en elle-même. Et donc concrètement, alors comment ça fonctionne, Kunto? Qu'est-ce que ça propose comme service? Alors, Kunto, c'est un projet numérique qui a pour objectif de proposer, qui propose des programmes sportifs et nutritionnels adaptés en fonction d'un handicap ou d'une pathologie spécifique. Mais comment? Donc il y a un questionnaire, on remplit un questionnaire. Totalement. Ensuite, il y a quoi? Un algorithme qui tourne et qui décide que vous avez tel ou tel profil? C'est exactement ça. En fait, le parcours est assez simple. Donc, lorsqu'on s'inscrit sur la plateforme, on propose un panel de questions. Donc les adhérents y répondent, et nous, on a un algorithme qui filtre les réponses et qui propose un programme adapté en fonction des différentes réponses qu'on a récoltées. Et alors là, juste là-dessus, parce que j'aurais aimé avoir l'avis de Célia Audan sur cette question. Comment vous avez fait pour construire ce questionnaire? Parce que c'est là où on peut faire rentrer des biais, non? Oui, tout à fait, oui. Alors, oublier certaines questions, peut-être La façon dont on pose les questions aussi. Aussi, oui. Non, c'est une très très bonne question, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a décidé de s'entourer en fait de professionnels, par exemple d'enseignants en activité physique adaptée. Donc c'est eux qui nous ont créé en gros un protocole qui nous permet d'établir nos programmes sur mesure en fonction des différents individus. D'accord. On fait appel aussi à des kinés, à des médecins du sport
et des diététiciens pour tout ce qui est programme nutritionnel. Donc vraiment, on crée des circuits sur mesure en fonction de chaque individu. Et après, on a quoi? On a accès à des vidéos, un coaching en ligne personnalisé entièrement pour soi ou qui va être partagé avec d'autres populations qui ont les mêmes profils que nous? C'est une très bonne question. Eh bien, écoutez, dans un premier temps, bien entendu, il est difficile. Notre vision à long terme est que toute personne, peu importe sa particularité physique, puisse un jour retrouver des programmes sportifs et nutritionnels adaptés à sa personne. Bien entendu, il est difficile dès le départ de créer tous les programmes sur mesure en fonction de chaque individu. Ouais. Donc, on a décidé de se focaliser sur 4 pathologies et handicaps. Donc, aujourd'hui, on a des programmes spécialement dédiés aux personnes paraplégiques, donc en fauteuil roulant, aux personnes qui ont été atteintes du cancer, donc on intervient après, bien entendu, la chimio, aux personnes en situation d'obésité et aux personnes qui ont des problèmes respiratoires, donc des problèmes cardiaques. Donc on a créé des programmes sur mesure en fonction de ces pathologies et ces handicaps. Et aujourd'hui, c'était des personnes qui étaient totalement oubliées de ces programmes sportifs, de ces applications, de ces vidéos en ligne qui ont tourné effectivement pas mal pendant les confinements. Bien sûr, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un grand fossé, on va dire, dans l'accessibilité aux services de bien-être pour des personnes particulières, donc extraordinaires. Nous, on les appelle des personnes extraordinaires, mine de rien. Et c'est ça qu'on a voulu combler, en fait, en réalité. On s'est rendu compte que ces personnes avaient du mal à aller chercher des programmes sportifs pour pratiquer de manière autonome. Et on s'est dit, pourquoi pas leur fournir un outil qui leur permettra de pratiquer de manière sécure et de manière autonome. Et à quel prix ? Alors, à quel prix? Ça, c'est la bonne question. On est en phase de commercialisation. Aujourd'hui, pour des questions budgétaires, on a décidé de passer par des intermédiaires dans un premier temps. Donc, on propose un lot d'accès à nos partenaires, donc associatifs, mutuelles, entreprises pour les missions handicap ou les CE. Mais bien entendu, aujourd'hui, c'est le thème des JO 2024. On ne veut pas louper cette vague-là. Parce que je pense que c'est super important de démocratiser le sport handicap, le handisport pour les JO paralympiques. Donc on compte sortir c'est un moment, on sait, c'est un moment où tout le monde va s'intéresser à plein de sports, se dire tiens, pourquoi je ne me mettrais pas à tester, je vais peut-être essayer la course à pied. Enfin, c'est vraiment le moment propice pour vous, ça c'est certain. Oui. C'est pourquoi on va sortir l'application en B2C, on l'espère à la fin de l'année, donc à la semaine de l'emploi du handicap ou début 2023. Pas plus tard. D'accord. Et pour ça, vous avez levé des fonds ou vous êtes en cours de levée de fonds? Vous en êtes où? Vous êtes au courant de tout. Bravo. Non, je pose des questions, vous savez. Oui, on est vraiment... Actuellement, on est en pleine levée de fonds. Donc, on est en négociation avec des VC. On cherche le bon deal aussi avec des business angels. Et voilà, là, on est en pleine négociation. Donc, on attend le bon deal pour pouvoir avoir les fonds pour se lancer dans le B2C. Oui. Oui, je souhaite rebondir parce que ce qui est génial dans ce que dit Hicham, c'est que Paris 2024 attend 350 000 personnes en situation de handicap, rien que pour les quelques jours, on va dire, de festivités, de compétition. Donc déjà, il y a cet enjeu de se dire, est-ce que Paris va être accessible à ce moment-là ? Mais je rêve que chaque... Gros défi, oui. Oui, mais c'est la promesse d'avoir, je crois que c'est 1200 espaces qui vont être adaptés en fonction des typologies de handicap, bien sûr, parce que comme le dit Hicham... que les travaux soient finis. Hein. C'est ça. Rien qu'ici, on les entend, voilà, les travaux. Il y a du travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense que chaque personne qui vient pour Paris 2024, ce serait génial qu'il entende parler de Kunto, parce que finalement, vous l'avez dit, vous l'avez noté, c'est quand même aberrant qu'en 2022, on n'ait pas pensé déjà plus tôt une application comme celle-là. Et moi, j'espère, je crois que c'est près d'1 million que vous cherchez, qui est un business angel qui nous entendent aujourd'hui et qui se disent, en fait, il y a une opportunité incroyable. Surtout 2 ans avant, le timing est parfait, en fait, par rapport à la commercialisation de Kunto. Donc voilà, je leur souhaite énormément de réussite sur cette levée. Et je ne sais pas si on peut parler de ton trio. Mais oui. Ils sont deux. Oui, parce que vous n'êtes pas seul. C'est ça. Non, pas du tout. Vraiment, on est une équipe. On est une équipe de 3 cofondateurs, enfin 4, avec Zakaria qui nous a rejoints, engagés et passionnés par le sport. Donc, je pense qu'on fait un trio assez complémentaire et qui va nous permettre de mener à bien ce projet jusqu'au bout. Je sens la motivation. Vous auriez un conseil? Oui, alors déjà, je peux ajouter un argumentaire pour les investisseurs, parce que quand on parle d'accessibilité, on imagine les personnes en situation de handicap permanent. Déjà,
ça serait bien de les inclure de toute façon, mais aussi on ne réfléchit pas que ça va arriver à tout le monde à un moment donné. On a des situations de handicap temporaire, on peut se casser le bras, se casser la jambe, et donc on a quand même envie de pratiquer un sport à ce moment-là. Et elle peut être aussi situationnelle. On pense parfois, on peut avoir juste un bras, on peut avoir le bras cassé, mais on peut aussi être en train de se tenir dans le bus. Donc les applications mobiles doivent pouvoir être utilisées avec une main. Donc ça touche tout le monde et ça va toucher tout le monde à un moment quand on va vieillir, quand on va moins bien voir, quand on va être moins mobile. Donc l'accessibilité est l'affaire de tous et de toutes. Très bien dit, merci. J'imagine que vous avez suivi un programme quand même avec Diversity Days, non, pour booster un peu votre activité. Oui, totalement. Le leadership. Racontez-nous les coulisses devant Anthony, sans crainte. Tu peux dire ce que tu veux, Hicham. Non, honnêtement, je vais vous dire vraiment ce que j'ai sur le cœur. On a gagné de nombreux prix. Donc on est quand même lauréat de la French Tech Tremplin, de Station F, du leadership programme, du programme Fighters, pardon. On a fait le programme UA de Paris & Co et le leadership programme de Diversity Day. Et sincèrement, je le dis, c'est vraiment celui qui nous a le plus apporté aujourd'hui. Oui, d'accord. Vraiment, ça a été Je dis ça sur tous les plateaux, en fonction de qui est. Non, on sent la sincérité. Mais justement, alors, concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Enfin, quels outils vous ont été particulièrement utiles? Ou alors est-ce que c'est juste le dynamisme de l'équipe qui fait que ça fonctionne mieux que sur les autres dispositifs? Alors déjà, pour nous, c'est parce qu'en fait, ces programmes-là fonctionnent souvent en termes de mentorat. Nous, on estime que Anthony, Mounira et toute l'équipe, c'est carrément pour nous des grands frères, entre guillemets. Oui. Eux, ils le font avec le cœur, ils le font pas pour... Et des grandes sœurs. Et des grandes sœurs, merci. Mounira. Bien sûr. Voilà, en fait, ils nous aident vraiment avec le cœur. On sent la passion et ça, vraiment, ça nous anime énormément. Mais en plus de ça, d'un point de vue technique et théorique, lorsqu'on crée une start-up, au tout départ, on a besoin d'être entouré, de se structurer. Et le leadership programme nous apporte toute la théorie pour nous permettre d'avoir les outils nécessaires pour lancer une entreprise. Donc, quand on parle de business plan, on parle de stratégie de marketing, on parle de stratégie de communication. Enfin, tous ces petits outils, ils nous apportent le savoir nécessaire pour pouvoir lancer une entreprise, tout simplement. Et après, tout c'est carré. Oui, il ne parle pas du X. Mais ça, vous travaillez sur des projets, justement, d'inclusion. Oui. Donc, vous pourriez peut-être... Non, mais même l'UX, envisager ça rentre dans la stratégie, ça peut aller plus vite. On travaille aussi, par exemple, avec Shopify, pas mal d'acteurs. Je voulais vous offrir le livre, mais j'ai toutes mes notes dedans. Oui. Mais franchement, pour tous les entrepreneurs, je conseille de le lire parce que c'est essentiel en amont d'un projet de penser au final comment cette application va être utilisée. Et si l'utilisation est agréable, fluide, simple, c'est réussi, c'est gagné. Bien sûr. Peut-être pour aller dans le sens de la remarque qui vient d'être faite, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui en France, il existe énormément de programmes sur l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'avec Mounira, la conviction de départ, on l'a appelé Leadership Programme. Ouais. Désolé pour l'anglicisme, mais le leadership, on visualise tout ce que c'est, la confiance en soi, la capacité à parler devant les médias, devant un investisseur, la capacité aussi à avoir confiance en soi. Et donc, on fait appel à tout un tas de coachs avec des singularités sur la capacité, je sais pas, à parler en public, à révéler aussi ce qu'il y a de plus sincère chez soi. Oui. Donc, c'est comme le nez au milieu de la figure. Il y a des talents qui arrivent, qui disent « Ouais, mais moi, je veux pas parler de ça. » Mais on lui dit « Mais en fait, c'est ce que tu as de meilleur chez toi. » Peut-être justement, ce handicap, c'est peut-être ta singularité. Tu en as fait une force. Parle-en. Et donc, parfois, on permet à des gens de s'émanciper sur des choses qui nous paraissent complètement normales, mais quand on en a fait un complexe plus qu'une force. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses, bien sûr, il y a des compétences techniques, mais il y a aussi des compétences qui sont propres, ce qu'on appelle les soft skills. Oui. Voilà. Et donc, on passe beaucoup de temps à faire ça. Parce qu'on se rend compte, et je fais le lien aussi avec ce qu'on évoquait sur les JO, bien que des marchés publics, aller conquérir, aller chercher des fonds auprès de business angels, etc., on a appelé ça à un moment même la Startup Nation. C'est beaucoup de code. Par exemple, la dernière promo d'Evry Courcouronnes, pour beaucoup, ont découvert ce qu'était Station F, ont découvert ce qu'était la French Tech, le programme Tremplin. Donc, on les emmène aussi dans des mondes qui sont presque parallèles parfois. Il ne faut plus que ce soit des mondes parallèles. On parle d'un grand pari à présent. Il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Il faut travailler à savoir la présenter et avoir les bons codes, effectivement. Merci beaucoup à tous les deux et à tous les trois. Célia Audan, pour votre participation. Vous restez de toute façon tous en plateau. Anthony Babkin, je rappelle que vous êtes délégué général cofondateur de Diversity Days et Hicham Husseini, cofondateur de Kunto. On se retrouve juste après. C'est Où va le web ?
Où va le web? C'est notre clin d'œil quotidien à ces futurs possibles d'Internet, ce Web 3 dont nous parle Eva Bensadi. Aujourd'hui, elle va nous faire un focus en particulier sur ces restaurants qui ouvrent leurs portes, qui ouvrent leurs tables, j'allais dire, dans le métavers. Mais alors, pourquoi faire? Le métavers serait-il l'avenir de la restauration? Ce moment convivial du déjeuner ou dîner entre collègues ou entre amis assis à table a déjà laissé sa place au comptoir et emballage à emporter de la restauration rapide. Et oui, le Covid-19 est passé par là. Et en quelques mois, on a changé d'air. Des menus en QR code, les dark kitchens qui ont remplacé les cuisines de restaurants. Prochaine étape donc, le métavers. Et plusieurs restaurants se lancent déjà dans l'aventure. Chipotle, le spécialiste des burritos, s'est récemment associé à la plateforme Roblox. Les utilisateurs doivent créer ici des repas qui rapportent des crédits pour de la vraie nourriture. Au lancement, plus de 20 000 personnes attendaient pour rentrer et collecter des crédits pour leur prochaine commande Chipotle en recevant des codes spéciaux. McDonald's aussi a annoncé l'ouverture de restaurants dans le métavers, un restaurant virtuel proposant à la fois des biens virtuels et réels, ainsi que la livraison à domicile. Dans un futur proche, on pourra alors commander chez McDo dans le métavers avant de se faire livrer ses burgers et ses frites dans le monde réel. La marque a aussi pour ambition de proposer de la nourriture et des boissons virtuelles et l'émission de NFT. Vous l'aurez compris, le métavers dans la restauration promet une révolution des usages, qu'il s'agisse des programmes de fidélité et de promotion, de commandes ou de réservation en ligne. Pourquoi pas même visiter un restaurant avant d'y manger? Vous restez sceptique? Selon un rapport de Me & You, leader de la commande à table, 52% des millennials, soit les jeunes entre 25 et 35 ans, affirment qu'ils souhaiteraient pouvoir tester un nouveau lieu au sein du métavers avant de se rendre sur place. La moitié des jeunes interrogés seraient même davantage attirés par un restaurant qui propose des activités en réalité virtuelle. On peut carrément imaginer un déjeuner à Istanbul, un goûter à Paris ou un dîner à Rio dans la même journée. Alors évidemment, il n'y a pas de vraie nourriture, mais vous interagissez avec des avatars qui rapporteront aux enseignes de restauration ce que vous aimez ou pas, ce que vous pensez du lieu ou ce que vous aimeriez commander. Bref, le métaverse offre des possibilités illimitées. La façon dont les consommateurs réagiront reste, elle, encore incertaine. Incertaine, oui. Célia Audin, finalement, cet univers, le métavers, c'est assez proche de celui du jeu vidéo. Vous vivez dedans déjà au quotidien. Oui, l'aspect 3 dimensions et naviguer dans un monde, oui, c'est le métavers. Fortnite et Roblox, on parle de proto-métavers pour ces jeux-là. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que ça change, l'arrivée du métavers? Et alors, ça peut ne rien changer ou tout changer. Tout dépend des questions qu'on se pose. Et encore une fois, il n'y aura pas d'innovation si on ne pense pas à l'invention et qu'est-ce que ça va apporter aux utilisateurs. Plutôt que se dire « Ah là là, c'est nouveau, c'est génial, on va faire ça parce qu'on peut », plutôt se demander en quoi ça va être intéressant pour les personnes, qu'est-ce qu'elles auront envie de faire et pourquoi elles auront envie d'aller dans le métavers. Pas juste parce que c'est une nouvelle technologie. Pourquoi j'aurais envie d'imaginer que j'ai dîné à Rio ce soir dans le métavers? Qu'est-ce que ça vous apporte? Merci beaucoup, chers invités. Merci à tous les trois. Célia Audin, consultante en stratégie UX, Anthony Babkin de Diversity Days et Hicham Housseni de Kunto. Merci beaucoup aussi à tous de nous suivre tous les jours. C'est la quotidienne du numérique et de l'innovation. Ça continue absolument tous les jours et demain. Donc, nouvelles réflexions et discussions sur la tech avec un débrief de l'actu.